Ça m'amène à vous parler des dernières choses qui sont importantes que j'ai pu oublier sur la blockchain. La première, c'est la notion de halving. Et je fais le lien avec ETF parce qu'en fait, les ETF cette année, quand ils sont arrivés un petit peu avant le halving de Bitcoin. Donc, on était plutôt dans un moment où le Bitcoin était en période très descendante et on s'attendait à ce que ça continue à descendre jusqu'au halving et que ça remonte après. En fait, l'arrivée des ETF a fait que le Bitcoin a pris de la valeur bien avant le halving. Et voilà, donc là, on est dans une période qui est un peu nouveau. Voilà, on ne sait pas trop. Et puis quand vous regardez cette vidéo, la période sera derrière nous, donc on saura. Mais là, voilà. Donc le halving, qu'est-ce que c'est que le halving? Comme je l'ai dit plusieurs fois sans utiliser ce terme, lorsqu'on fait une distribution de tokens dans la blockchain, on ne distribue pas tout le temps la même chose. En fait, l'objectif, c'est comme l'or, c'est de créer la raréfication. Je vous l'ai expliqué en vous disant au début, c'était simple pour trouver des pépites d'or. On se baissait et on ramassait les pépites d'or. Puis une fois que toutes celles-là ont été trouvées, c'était plus compliqué. Il fallait commencer à creuser. Donc, quand on trouvait des gros filons, donc là, on trouvait encore un peu. Et puis ensuite, une fois qu'on a épuisé les gros filons, il faut aller creuser. Et puis plus ça va et plus on creuse pour moins trouver d'or. Et donc, plus c'est difficile de trouver de l'or. Et donc ça fait que la répartition de l'or, elle est logarithmique. Donc au début, on en trouve beaucoup, puis plus ça va, et moins on en trouve. Voilà, puis à un moment, on les a tous trouvés, et c'est fini. Et donc ça, c'est globalement la distribution qu'on va retrouver sur les blockchains. Donc au début, on en trouve beaucoup, puis plus ça va, moins on en trouve. Sauf que ce n'est pas une courbe parfaite. L'idée, c'est plus que c'est des paliers. Et en fait, par exemple, alors ça peut varier d'une blockchain à l'autre. Très souvent, c'est tous les 2 ans. En fait, on va diviser par 2 le nombre de tokens qui vont être distribués à chaque bloc. Voilà. Donc c'est pour ça, à un moment, je vous disais, au début, on distribuait 150 toutes les 10 minutes, puis ensuite 75 toutes les 10 minutes, puis ensuite 37,5 toutes les 10 minutes, puis ensuite, et ainsi de suite. Donc on va diminuer jusqu'à un moment où on va distribuer 0. Donc c'est ça, le principe du halving, en fait, c'est le moment où on va faire cette division-là. Et donc forcément, au moment où on fait cette division-là, eh bien, on va réduire la quantité, et souvent, la conséquence que ça a, c'est comme on réduit l'offre, et que la demande, elle est toujours assez stable, et bien ça fait une augmentation du cours. Et donc c'est aussi ça qui tire le prix vers le haut. Ça m'amène à un autre élément, je l'ai évoqué plusieurs fois, sans aller beaucoup plus loin, qui est de dire, voilà, Bitcoin est la preuve de travail, est quelque chose qui a un gros impact environnemental, ça consomme énormément d'énergie, mais d'une certaine façon, cette énergie-là, c'est ce qui crée un sous-jacent. Alors là, dans cette vidéo, je ne veux pas du tout dire c'est bien, c'est mal et compagnie. Je pense que globalement, c'est mal pour la planète. Voilà, mais juste ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi c'est là et pourquoi ça dure et pourquoi ça marche. Et ce qu'il faut arriver à comprendre derrière, c'est que ce qui crée la valeur de quelque chose comme le Bitcoin, et ce qui crée une valeur de façon générale, c'est le fait qu'on injecte du vrai argent dedans. La valeur, elle ne se crée pas de façon magique. Elle se crée parce qu'on croit dans quelque chose, dans son futur, et on croit dans le fait que dans le futur, ce truc-là on va injecter de l'argent dedans. C'est une entreprise, si elle a une valeur dans son action, c'est parce qu'on pense qu'elle va réaliser des bénéfices. Si on pense qu'elle va réaliser aucun bénéfice, elle n'a aucune valeur. D'accord ? Donc, on pense qu'elle va réaliser des bénéfices. Et pour qu'elle réalise des bénéfices, il faut qu'il y ait des gens qui achètent des produits. Donc, il faut qu'on injecte de l'argent dedans. Donc c'est exactement la même chose sur une blockchain. Pour qu'un token ait de la valeur, il faut qu'on injecte de l'argent dedans. Il y a plein de façons d'injecter de l'argent dedans. Une blockchain peut générer un service. J'ai parlé plein de fois d'Helium, c'est le cas d'Helium. Helium, c'est un générateur de services, un opérateur télécom. Il y a des gens qui achètent des souscriptions de télécom. Donc eux, ils injectent tous les mois de l'argent pour pouvoir téléphoner. Et en échange de ça, il y a un service qui se crée, et donc on a de l'argent qui est injecté dans le système. La question, c'est l'équilibre entre la valeur et voilà. Mais peu importe, il y a de l'argent qui est injecté dedans. Dans un système comme Bitcoin, l'argent, il ne sera pas forcément injecté pour avoir un service lié à Bitcoin. Parce qu'en fait, Bitcoin, ça sert à transférer de l'argent d'un wallet A à un wallet B, grosso modo. Et cet argent, entre guillemets, ce ne sont que des Bitcoins. Donc c'est quelque chose qui tourne sur lui-même. Donc il n'y a pas vraiment d'injection de dollars dans le fonctionnement de Bitcoin. Par contre, puisque Bitcoin est une preuve de travail, à chaque fois qu'on calcule un bloc et qu'on consomme de l'énergie, qu'on a investi du temps et du matériel pour le faire, et bien globalement, on a injecté de l'argent dans la chaîne Bitcoin. On l'a injecté sous forme de cette énergie et de ce travail. Et donc, c'est ça qui crée aujourd'hui la valeur du Bitcoin, entre autres. C'est l'énergie qu'on a mis pour faire ces calculs. Et donc, vous voyez que le système, en fait,
de ce point de vue-là, il est équilibré et en même temps assez négatif pour la planète, hein, il faut le dire, parce que globalement, pour que Bitcoin vaille aujourd'hui 60 et quelques mille dollars, demain peut-être 100 000 ou peut-être 15 000, mais peut-être 100 000, eh bien, il faudra avoir injecté plus et plus et plus encore d'énergie. Et ce qui fait la valeur d'une certaine manière de Bitcoin et qui fait que c'est plutôt quelque chose qui est en croissance continue plutôt que d'avoir des grands yo-yo qui redescendent à chaque fois encore plus bas, même si on a des oscillations, c'est plutôt des oscillations qui sont globalement croissantes jusque-là, eh bien, c'est parce que, en fait, la valeur d'un token est directement liée à la somme d'énergie et de matériel, qu'on peut traduire sous forme d'énergie d'une autre façon, mais la somme d'énergie qui a été utilisée pour faire fonctionner le réseau. Dit autrement et de façon beaucoup plus simple, aujourd'hui, si un token se vend à peu près, mettons 50 000 dollars, c'est parce que pour l'obtenir, si j'étais mineur, il aurait fallu que je dépense d'un point de vue énergétique sans doute à peu près 30 000 dollars, qu'il aurait fallu que je rajoute un investissement matériel autour de 10 000 dollars ou 15 000 dollars, et que du coup, il me restera une petite marge autour de 5 000 dollars, ce qui est un pourcentage pas forcément très important, qui fait que j'ai un intérêt à le faire et qui, quelque part, est le retour sur investissement et le paiement de mon temps. C'est comme ça que se fait la valeur. Donc plus la valeur est élevée, plus ma marge va être importante, mais du coup, plus ça va attirer de gens et plus je vais devoir mettre d'énergie et de puissance de calcul pour l'obtenir. Et donc tout ça, ça nous amène à avoir un cours qui est plutôt en train d'augmenter. Mais le truc qui est important, c'est que si j'ai dû dépenser à peu près 50 000 dollars pour obtenir un token à 55 000, je ne vais pas vendre ce token à 30 000 dollars parce que j'aurai perdu de l'argent. Donc moi, je vais garder ce token en disant que le prix auquel je veux le vendre, c'est minimum 55 000 parce que c'est là où j'ai une marge, voire peut-être même si je veux avoir une marge un peu plus, je le vendrai qu'à 57 000, d'accord ? Et donc je vais comme ça créer un prix. Donc plus on a besoin d'énergie et plus le mineur que nous sommes tous, que nous pouvons tous être. Personnellement, je ne mine pas de Bitcoin, mais voilà, c'est pour illustrer, n'importe qui peut être mineur de Bitcoin. Et ce mineur de Bitcoin va se fixer un prix qui va être un prix au-dessus de ce qu'il a dépensé. Et donc, si on regarde le prix moyen, parce que le premier mineur qui a miné ses premiers bitcoins, il en a eu, je ne sais plus, c'est 300 ou 600, mais c'est un peu l'ordre, en dépensant peut-être 2 watts d'énergie. Donc lui, il a des tokens, il existe des tokens qui ont coûté quelques centimes. Mais aujourd'hui, il y a des tokens qui sont sortis d'usine, entre guillemets, qui valent 50 000, 60 000 dollars. Donc, la vraie valeur, d'une certaine façon, du Bitcoin, c'est un peu la valeur moyenne de tous ces investissements qui ont été faits. C'est-à-dire que si le Bitcoin tombe à 15 000 euros de valeur, ceux qui vont le vendre à 15 000, généralement, sont plutôt des gens qui l'ont acheté en dessous. Donc ceux qui l'ont acheté à 10 euros, 20 euros, 100 euros, 1000 euros, 12 000 euros, voilà. Mais ceux qui les ont produits à 40 000, ils ne vont pas le vendre à 15 000, sauf, bien sûr, s'ils ont énormément besoin de liquidité, mais globalement, ils vont essayer d'éviter. Voilà. Donc vous comprenez que ce qui fait la valeur du système, c'est quelque part l'énergie qui est en dessous. Et ça, il faut l'avoir en tête quand on pense à l'impact environnemental du Bitcoin et on se demande pourquoi est-ce que le Bitcoin et pas mal d'autres cryptos qui sont basés sur la preuve de travail restent sur ce mode-là. C'est qu'en fait, c'est aussi une façon de transformer de l'énergie c'est une façon de tokeniser de l'énergie, d'une certaine façon, même si on ne peut pas la retransformer dans l'autre sens, c'est un peu problématique, mais c'est une façon de tokeniser de l'énergie et la valeur que ça a, en fait, est amenée par là. Ça, c'est un truc qui est assez important quand on pense au modèle économique qu'il y a derrière les blockchains pour les comprendre et donc pour aussi derrière se dire d'où vient la valeur du token, c'est de se demander de quelle façon rentre de la monnaie réelle, de l'argent réel dans le système. Ça peut être sous forme de service, ça peut être sous forme d'avoir acheté le token pour le bloquer, dans ce cas c'est du stacking, ça peut être sous la forme de consommation d'énergie pour rentrer dans le système, ça peut être sous tout un tas de formes et c'est ça en fait qui va faire le modèle économique qu'il y a derrière les blockchains et le sous-jacent. Quand on parle de blockchain de crypto, et ce qui est intéressant dans les blockchains de façon plus générale, c'est que derrière ce modèle économique, on peut avoir un modèle de service. Moi, c'est vraiment ces blockchains-là qui m'intéressent le plus. C'est qu'on peut facilement, en fait,
tokeniser à peu près tout ce qu'on a dans la société et transformer à peu près tout ce qu'on a dans la société avec des blockchains, sans forcément être dans la consommation importante d'énergie, sans être dans la spéculation. C'est juste une façon d'organiser les choses et de répartir les choses différemment. Je reprends cet exemple puisque c'est un de ceux que je connais bien, qui est celui d'Helium, où l'objectif est finalement de réaliser la même chose qu'une entreprise du monde des télécoms en distribuant complètement la réalisation de ce réseau-là, c'est-à-dire en demandant à des particuliers de déployer des éléments télécoms, donc remplaçant l'activité que fait un opérateur télécom, et en vendant de la connectivité, là encore de façon distribuée, avec une potentielle distribution des opérateurs dans chaque pays et ainsi de suite, qui vont vendre de la connectivité à ce réseau-là, à des gens qui sont des particuliers qui n'ont peut-être rien à voir avec la blockchain, qui veulent juste téléphoner, et qui vont en fait payer leur abonnement tous les mois et injecter dans le système donc de l'argent qui, au travers des tokens, va permettre de rémunérer le travail qui est réalisé par les gens qui ont déployé le réseau. Voilà. Et c'est juste une façon différente en fait de créer un service, de le créer avec la mise en place d'un écosystème. Vous voyez que dans cet écosystème, il y a des gens qui ont des rôles différents. Il y a des gens qui placent des antennes et qui sont des mineurs, mais qui sont en fait des opérateurs, des gens qui mettent à disposition un toit et du matériel et de leur temps pour s'en occuper. Et puis de l'autre côté, des gens qui distribuent un service, qui vont faire la promotion, qui vont trouver les clients. Et puis de l'autre côté, des utilisateurs, donc des clients, qui eux vont s'adresser à ce service comme ils s'adresseraient à un service tel que Free, Orange, Bouygues et ainsi de suite. Et la blockchain ici, elle est là pour régir le mode de fonctionnement de tous ces gens-là, sans avoir une organisation qui pilote ça, avoir un système de redistribution de la valeur qui est complètement distribué. Et on peut avoir, puisque c'est un écosystème et qu'il est distribué, des entreprises qui rendent des services tout autour de cette blockchain, mais la blockchain en elle-même est un élément qui est complètement autonome.